Yo les pirates, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi en tout cas, voilà, tout se passe à merveille. Nouveau format, voilà, je vous avais dit, par souci de temps, par rapport au montage et tout. Pour les spoilers et les reviews, maintenant on va adopter ce format-là. Donc ce sera fait plus sous une forme de discussion sur le chapitre vraiment, comparé à d'habitude quoi. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous allez aimer ça, voilà, mettez un j'aime. Aussi évidemment, vous pouvez nous rejoindre si vous n'êtes pas encore dans l'équipage. Et vous pouvez mettre la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, le tournoi de l'enfer, la vraie race de Kuma et le secret d'Ivankov, on va en parler tous ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, déjà concernant le titre du chapitre, c'est un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Et pour la cover, on a une requête de lecteur où on voit Baggy à la poursuite d'un Samiri qui lui a volé son nez. Donc voilà, Baggy, ça fait toujours plaisir de le voir, même si c'est en cover. Le chapitre commence là où le dernier s'est arrêté, voilà, avec l'arrivée de Saturne, et on voit que plusieurs des marines en fait ont reçu l'ordre de s'éloigner du centre de l'île, parce que soi-disant ils ne sont pas dignes de la présence de Saturne. Donc je me demande si son pouvoir peut-être fonctionne un peu comme le haki des rois. Si tu n'es pas digne justement de pouvoir résister à son pouvoir, quelque chose pourrait arriver. C'est peut-être organisé par rapport au rang de la marine, peut-être tout simplement que Saturne n'a pas envie de devoir fricoter avec des petites frappes de la marine quoi. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité, comme je vous avais dit, d'un pacte établi entre le Gorosei et certains membres de la marine. Par exemple, qu'ils ne puissent pas voir son visage. Et donc, voilà, si tu es en dessous d'un certain rang et que tu le regardes, comme un certain soldat de la marine au chapitre dernier, ta tête explose. Pas très amusant. Et donc, on voit aussi certaines des discussions des soldats de la marine. Certains disent qu'ils n'ont vu que des portraits de lui, donc ils l'ont jamais vu en vrai. Et voilà, en vrai, ils sont juste étonnés de voir Saturne là, à ce moment-là, vraiment devant eux. Mais très vite, on revient justement à ce qui s'est passé entre lui et Bonnie. Donc, on se rappelle bien sûr que Bonnie l'avait poignardé au dernier chapitre. Et là, on voit que Saturne, malgré le fait que certains des membres de la marine soient paniqués à l'idée qu'il ait été touché, il va rassurer tout le monde en disant que voilà, s'il avait voulu esquiver, il aurait esquivé et qu'il s'est laissé toucher. Mais il y a deux choses encore plus incroyables qui vont se passer. Alors que Saturne tient justement Bonnie dans sa main, Sanji va essayer d'intervenir. Et Saturne va réussir à le repousser sans même le toucher. Et on voit Sanji saigner. C'est quand même un deuxième commandant d'empereur. Sanji, c'est pas l'épicier du coin. Donc les pouvoirs de Saturne, ils sont vraiment mystérieux. Et on va voir même après que d'autres choses encore vont se passer. Donc, en plus de ça, on le voit retirer l'épée que Bonnie lui avait justement plantée au dernier chapitre. Et il arrive à se régénérer. Donc c'est uniquement le deuxième fruit qu'on a vu qui est capable de réaliser cette prouesse. Je rappelle bien sûr que le premier c'est le fruit du phénix de Marco, premier commandant de la flotte de Barbe Blanche. Du coup on voit que les pouvoirs de Saturne, voilà quoi. Je pense que là on va rentrer les gars dans une nouvelle catégorie de type de pouvoir avec le Gorosei et Im. Et Monkey D. Dragon même, et Barbe Noire. Parce qu'on ne sait pas lui, est-ce qu'il a mangé un troisième fruit et qu'est-ce qu'il va nous sortir encore comme surprise quoi. Du coup, certains soldats de la marine qui étaient présents à ce moment-là vont vouloir profiter du moment et de la confusion pour capturer Vegapunk. Mais Saturne lui-même va les empêcher de le faire, en disant qu'il n'y a pas vraiment besoin de se précipiter étant donné qu'ils n'ont nulle part où aller pour l'instant. Et il va aussi faire la remarque à Kizaru que même pour lui, ça a pris plus de temps que prévu. Alors ça par contre, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Est-ce que ça veut dire que Kizaru, c'est le gars généralement qui prend du temps à accomplir ses missions à cause de sa personnalité? Ou alors est-ce que c'est quelque chose d'autre? Moi je le lis plus comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Et ce qui est amusant, c'est qu'on va avoir la réponse justement aux dégâts que Luffy a fait à Kizaru au chapitre dernier. Parce que ce dernier va dire qu'il est désolé, qu'il n'a aucune excuse et qu'il ne pense pas pouvoir bouger pendant un certain temps.
Ça veut dire que le coup de Luffy, il a fait effet, ça pique un peu quoi. Et bien sûr, Saturne, il va comprendre parce que voilà, c'est Nika quand même, le dieu du soleil, qu'il était en train d'affronter. Et il va lui dire, vas-y, il n'y a pas de problème, je comprends. C'est rare de voir un membre du Gorosei aussi compréhensif. Mais par contre, quand on va parler du flashback après, les gars, on va rentrer dans une nouvelle dimension là. Du coup, Saturne va profiter du fait que Luffy est au sol pour essayer de l'attaquer. Mais il va être sauvé par Franky, qui va utiliser son Strong Right pour justement dégager Luffy de la trajectoire de l'attaque de Saturne. Et Franky va même réussir à récupérer Luffy. Donc voilà, notre capitaine est en sécurité, pas de souci. Mais voilà, Saturne note quand même que la situation est plutôt critique pour les Mugiwara. Ils sont encerclés sur une île par la marine, l'île est au bord de la destruction. Et pour s'en sortir, voilà, ça relève du miracle quoi. On aura aussi une brève discussion entre Saturne et Vegapunk, où on va avoir Saturne qui dit que voilà, étant donné que Vegapunk les a trahis, il doit être exécuté, même si quand même il va le remercier pour ses services vis-à-vis du gouvernement. Et d'ailleurs, il ne veut pas exécuter que Vegapunk, étant donné qu'il demande l'ordre de passage pour les personnes qu'il va exécuter. Donc en fait, lui en ce moment, il pense qu'il va exécuter tout le monde sur l'île quoi. En mode, il n'y a pas Zoro, Luffy, Sanji et tous les autres. Saturne, je doute pas du fait qu'il est fort quand même, mais il se prend un peu comme Ryukugyu quoi. Il se prend un peu pour le taureau vert. Parce qu'on se dise la vérité, bien que Saturne est sûrement très fort, il pourra pas se débarrasser de tout le monde seul sur l'île. C'est impossible. Il n'est pas aussi fort que ça, je pense. Mais bon, l'auteur pourrait nous surprendre. Hein. Je pense juste que c'est très improbable quoi. Du coup, pendant qu'il menaçait un peu tout le monde, il va en profiter pour parler et voilà, se plaindre du fait que les humains ont la fâcheuse tendance de ne pas vouloir écouter les ordres des autres. Et en parlant, étant donné qu'il tient Bonnie dans sa main, il va la serrer et elle va aller jusqu'à cracher du sang. Donc on voit que vraiment ça l'atteint. Et évidemment, Sanji il est là, il voit ça, il a envie d'intervenir, toujours là pour sauver une femme. Mais apparemment ils sont retenus par une genre de force invisible qui sûrement est le résultat des pouvoirs de Saturne. Et donc ils ne peuvent pas bouger pour venir aider Bonnie. Et c'est là que Bonnie va confirmer la théorie qu'on avait faite. Saturne est bien celui qui a tué Bartholomew Kuma. Elle va le dire d'elle-même, tu as tué mon père, Saint Saturne. Saturne va nous dire quelque chose d'extrêmement important. Kuma était un esclave des dragons célestes. Et plus encore, il était né esclave. C'était le dernier survivant d'une tribu qui avait, soi-disant, commis un crime grave. Donc le gouvernement, dès qu'ils disent commis un crime grave, tu sais que c'est quelque chose qui a à voir avec Joy Boy. Donc soit ils se sont opposés au gouvernement d'une manière, ou alors c'était juste un peuple voilà, qui était relié au siècle oublié, qui avait des liens avec Joy Boy, on va en parler plus tard. Et c'est sûrement pour ça voilà, qu'ils se sont fait exécuter par le gouvernement. Eux, on commence à connaître leur façon de fonctionner dans tous les cas. Saturne va nous donner le nom de cette race, c'est le peuple des Bouganiers. Et là, ça va être le début d'un flashback qui va marquer One Piece à tout jamais. Le flashback de Bartholomew Kuma, qui va commencer avec des mots de Kuma à l'égard de Bonnie, qui lui disait que depuis qu'il était enfant, il avait toujours voulu être un héros, quelqu'un qui apporterait la liberté à ceux qui souffrent, comme Nika. Évidemment, Bonnie ne connaissait pas l'identité de Nika au moment où Kuma lui en parlait, mais Kuma va lui dire que c'était un guerrier qui se mettait en action en dansant avec le sourire et qui justement libérait les peuples oppressés du monde. Et Bonnie va lui demander si il va la libérer aussi. Et Kuma répond bien sûr. Alors là, je pense que c'est l'auteur qui est en train de nous chauffer. Je pense que Luffy va se réveiller et je pense que c'est lui qui va justement sauver Bonnie des mains de Saturne. Et c'est justement au moment où Saturne s'apprête à achever Bonnie, le flashback dont je vous ai parlé commence. Et préparez-vous parce que c'est chaud quand même. Alors, il faut savoir que déjà ça se passe il y a 47 ans au royaume de Sorbet. On assiste à la naissance du petit Bartholomew Kuma et on voit que son père demande au docteur de faire preuve de discrétion par rapport au sang de Kuma parce que justement il est d'une race particulière. Sauf que le gouvernement avait des yeux dans l'hôpital. Donc on peut imaginer que le gouvernement garde toujours des espions dans les hôpitaux. Comme ça, s'il y a une petite prise de sang et qu'on voit que quelqu'un a un sang qui n'est pas humain, allez, ça y est, esclave ou on t'exécute. Ah, on va même pas se le cacher les gars, c'est chaud de vivre dans le monde de One Piece, hein, si t'es d'une race particulière. Donc voilà, ils vont se faire griller et le père de Kuma va essayer justement de le sauver en disant qu'il est le seul à avoir du sang de boucanier dans les veines. Sauf que bien sûr, le gouvernement, voilà, vous les connaissez, s'ils sont venus jusqu'à le capturer,
c'est parce qu'ils ont la certitude qu'il en est un. Et c'est comme ça que lui, sa femme, qui pourtant ne fait pas partie de ce peuple, et Kuma, vont se retrouver tous esclaves des dragons célestes. Et on va voir un peu comment Kuma grandissait dans cet environnement-là. On le voyait être utilisé par les dragons célestes. On voit d'ailleurs qu'il a énormément de force parce qu'il arrivait à porter des charges vraiment lourdes sans aucun problème à son jeune âge. Mais comme d'habitude, voilà, les dragons célestes en chiens qu'ils sont, ça frappe des enfants, ça menace. Voilà, les gars, les dragons célestes, on va même pas se le cacher, c'est les raclures de l'humanité, donc rien d'étonnant à ça. Mais ce qui va se passer après, par contre, c'est vraiment grave. Kuma va perdre sa mère. Et alors que son père essayait de le réconforter en lui disant de continuer de vivre tout en lui racontant l'histoire de Nika pour justement lui communiquer l'espoir qu'un jour il serait libéré, son père, parce qu'il a été trop bruyant, a été exécuté par un dragon céleste de sang-froid. Et bien sûr, ça déchire le cœur de lire ces pages-là. La manière dont Oda a dessiné ça, sans montrer la tête de son père qui se fait justement tirer, juste en voyant l'expression de Kuma et le sang qui gicle sur son visage, c'est tellement plus communicatif, je trouve, que justement le fait de peut-être montrer une image vraiment brutale. Et voilà, ça c'est mon petit commentaire sur la plastique. Je trouve que c'est magnifique. J'apprécie vraiment la manière dont ça a été fait. Hélas, c'est la fin de cette partie du flashback et maintenant on passe il y a 38 ans, quelque part à West Blue. Alors on apprend qu'une fois tous les 3 ans, un tournoi d'éradication de la population a lieu, organisé par les Dragons Célestes. Donc eux, quand on pensait qu'ils ne pouvaient pas faire pire, bah ils pouvaient en fait. Et cette année justement, ils ont décidé de changer de lieu et ils ont pris un pays qui est non affilié au gouvernement mondial, évidemment. Le pays de God Valley. Donc voilà, c'était pas le pays des Dragons Célestes, c'est un pays qu'ils ont conquis de force. Ce territoire va donc devenir l'endroit où ils vont organiser leur chasse à l'homme sordide. Bien sûr, ils vont exécuter le roi. D'ailleurs, la personne qui tue le roi, c'est Saint Garling Figarland. Et on va le voir justement plus jeune et on voit que son visage, c'est Shanks tout craché. Exactement. Mais il y a 2 détails qui sont importants. Déjà, ses cheveux. Si on fait attention, quand Dragon, lui, nous parlait des chevaliers célestes, la personne qui ressemblait à Shanks avait des cheveux qui étaient similaires aux siens. Donc, je pense que Garling n'est pas cette personne. En plus, un autre élément qui pointe dans cette direction, c'est qu'à cette époque, il n'était pas encore le chef des chevaliers divins. Il était tout simplement un membre de ces derniers. Du coup, après avoir assassiné le roi et pris l'île pour eux, il va organiser leur tournoi. Sauf que cette fois, il y aura un petit changement aux règles. Cette fois, ce ne sera pas seulement les natifs de l'île, mais ce sera aussi des esclaves problématiques qui vont être chassés. Et, pile au moment où c'est annoncé, on apprend qu'il y a un enfant qui s'est échappé. Et il nous est précisé que c'est celui de la tribu des Boucaniers, donc bien sûr Bartholomew Kuma. Mais avant que ce dernier ne puisse échapper, il va être rattrapé et capturé par des personnes qui travaillent sûrement pour les Dragons Célestes. C'est à ce moment-là qu'il y a un truc intéressant, vraiment intéressant, qui va se passer. C'est que quelqu'un va venir en criant d'une manière très familière et va demander à Kuma si c'est lui le prix de cette année. Il va aussi faire une précision intéressante en disant qu'il avait entendu dire que les boucaniers avaient du sang de géant. Et cette personne, c'est Imperio Ivankov. Donc, Ivankov était un esclave aussi des Dragons Célestes, ce qui explique pourquoi elle a rejoint l'armée révolutionnaire, étant donné qu'elle a vécu ces horreurs d'elle-même, ou de lui-même plutôt, parce qu'on nous précise que c'est un garçon. Naturellement, il aura cette envie de vouloir combattre le gouvernement et de faire tomber les Dragons Célestes qu'il avait réduits en esclaves. Et on va voir qu'il était aussi accompagné d'une autre fille qui s'appelle Ginny. Et là, j'ai vraiment un très mauvais pressentiment parce que cette fille, Ginny, on ne la connaît pas dans le présent. Ça veut dire qu'elle ne nous a pas été introduite, on ne nous a pas dit qu'elle était dans l'armée révolutionnaire, on ne connaît personne qui porte son nom, ce qui veut dire que probablement, elle va mourir dans cette chasse à l'homme. Ce qui sera triste, mais je pense que l'auteur va utiliser ça pour justement forger vraiment le personnage soit d'Ivankov, soit de Kuma. Mais je pense qu'elle va servir quelque part de personnage tremplin pour Ivankov, pour nous permettre de mieux comprendre ses motivations, parce que l'auteur va sûrement vouloir faire d'une pièce de coup, c'est-à-dire nous donner le flashback d'Ivankov et de Kuma en même temps, pour pas avoir à le faire plus tard. Et donc voilà, je pense que Ginny va mourir, et c'est ça qui va vraiment servir de motivation à Ivankov pour rejoindre l'armée révolutionnaire ou pour s'opposer au gouvernement. Et c'est là où le chapitre se termine, voilà, quand il arrive. Et hélas, apparemment, il y aura une pause la semaine prochaine.
Du coup, il faudra attendre 2 semaines pour avoir le prochain chapitre. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de celui-là. Personnellement, je suis très enthousiaste par rapport au flashback. Je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une masterclass. On connaît Oda et ses flashbacks, que ce soit le flashback de Robin, même le flashback de Laboon, il a failli nous tuer avec. Donc, les attentes sont hautes. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me donner vos pensées en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous pensez du flashback qui va venir, des pouvoirs de Saturne, de ce qui s'est passé avec Bonnie, etc. Aussi, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.